J'ai parlé des élections municipales assez longuement, je voudrais dire un mot des élections européennes. Les élections européennes, c'est une autre étape importante de la vie de l'UDI, ce mouvement, ce parti en construction. L'Europe est en crise depuis maintenant 2008. Je pense pour ma part, mais je ne suis pas majoritaire dans l'UDI, qu'elle l'est depuis plus longtemps, depuis 2004. L'Europe est en crise depuis 2008, essentiellement parce que le discours européen n'est plus porté par personne. Nous qui sommes dans nos mouvements politiques respectifs, les héritiers des pères fondateurs de l'Union européenne, ceux qui ont pensé après la guerre, en réalité entre les deux guerres d'ailleurs, mais qui ont mis en application après la guerre une idée simple. Si nous ne nous réunissons pas pour mettre nos outils en commun, nos atouts en commun et nos enjeux en commun, nous recommencerons à nous affronter comme nous l'avons fait pendant des siècles et des siècles. Et ça a commencé par la communauté du charbon et de l'acier, et puis on a progressivement développé l'espace économique européen, les communautés économiques européennes, puis le système monétaire européen, puis l'Union européenne à travers le traité de Maastricht, qui a débouché sur l'euro, euro tant décrié et dont tout le monde aujourd'hui pense que, comment dirais-je, il est la cause de tous nos maux, ce qui est parfaitement faux. Je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse là-dessus. Mais en réalité, depuis l'intégration des 10 nouveaux pays membres venus de l'ancienne Europe de l'Est, que faisons-nous? Que font nos gouvernants? Et nous, que faisons-nous? Portons-nous encore le projet européen ou faisons-nous semblant? Est-ce que l'euro, l'Union économique européenne, l'espace de libre-échange que ça a construit entre nos pays, c'est le projet européen? Certainement pas. Ça n'a jamais été ça l'idée. L'idée était de construire une union politique européenne, une fédération européenne. Et elle est encore plus urgente et plus d'actualité que jamais face à ceux qui disent le contraire. Je veux rappeler que si on veut que la mondialisation ne balaye pas à la fois nos modes de vie, nos intérêts, sous les puissances de la Chine, des États-Unis, de l'Inde, du Brésil, de la Russie, ce n'est pas un pays à 50 millions d'habitants, même pas l'Allemagne avec ses 90 et quelques millions d'habitants, qui va être capable de rééquilibrer les règles du jeu. Nous sommes la première puissance économique du monde et la première puissance commerciale du monde. Mais nous ne sommes pas organisés pour faire respecter nos intérêts. Nous sommes la seconde monnaie du monde. Mais c'est la seule monnaie qui n'a pas de gouvernement économique pour la défendre. Elle est donc en proie à toutes les spéculations. Nous sommes la première zone commerciale du monde. Mais nous sommes ouverts à tout vent à l'extérieur, cependant qu'on laisse les Chinois, les Russes, les Américains se protéger par rapport à ce que nous produisons. Nous sommes les premiers du monde, mais nous sommes tellement faibles dans notre organisation, dans notre fédération ou dans notre absence de fédération, qu'en réalité nous subissons la mondialisation, là où nous pourrions la dominer et la construire à notre profit. Je veux vous faire observer que ça n'est pas seulement un problème de chômage, pas seulement un problème de niveau de vie, pas seulement un problème de salaire. C'est aussi un problème de civilisation. Nous n'avons pas les mêmes modes de vie, nous n'avons pas les mêmes valeurs. L'Union européenne, elle existe en réalité bien avant 1954. Parce que, à travers toute l'Europe, même au Moyen-Âge, il y avait déjà un esprit européen, des valeurs européennes, une civilisation européenne, dans les universités européennes, dans les monastères européens, dans la noblesse européenne. Il y avait déjà, en réalité, ce creuset de valeurs communes qui est le nôtre. Quelles qu'aient été les différences et les guerres, la vision de l'être humain, de sa capacité, de sa spécificité, du respect qu'on lui doit, de son potentiel à assouvir, n'est pas du tout la même vision que vous avez chez les Chinois, où le groupe prédomine sur l'individu. Et chez les Américains, ils ont perdu, en route, au passage de l'Atlantique, une partie de ça. Ils ont d'autres vertus, d'autres qualités. Ce n'est pas notre vision des choses. Elle est plus compatible, sans doute, qu'on pourrait le voir ailleurs. Ce n'est pas qu'une question d'économie. C'est réellement nos modes de vie. On parlait tout à l'heure de nos retraites, de notre sécurité sociale, de nos hôpitaux. On y est attaché. Eh bien, c'est pire, en l'occurrence. Et ça ne concerne pas que les hôpitaux, les retraites, etc. C'est réellement, est-ce que nous portons les valeurs dont nous sommes les héritiers? Ou est-ce que nous acceptons une société radicalement différente? Sera-t-elle chinoise? Sera-t-elle slave? Sera-t-elle américaine? Que sais-je? C'est ça l'enjeu de la construction européenne. Et nous sommes réellement à la croisée de ces chemins-là. Nous sommes réellement au rendez-vous
comment dirais-je, la fin de l'aventure ou son aboutissement. La fin de l'aventure, quand vous avez le tandem Mélenchon-Le Pen, qui passe son temps à vous expliquer que l'Union européenne est cause de tous nos maux, ont-ils oublié qu'en 2008, quand le président des États-Unis d'Amérique, première puissance du monde, fédéré pour le compte, avec un système de pouvoir, essaye de faire cesser l'effondrement du système bancaire mondial, et d'abord américain, mais qui était en train d'emporter les banques européennes, il met 700 milliards de dollars sur la table. 700 milliards. Réel, d'argent réel qu'il sort, qu'il réinjecte dans ces banques. Et le drame se poursuit. Et on continue. Et les faillites s'enchaînent. Et les menaces sur les autres banques dans le monde continuent. Et c'est l'Union européenne. Et pour le compte, c'est Nicolas Sarkozy. Et c'est l'Union européenne alors qu'elle n'en avait pas le droit. Alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir. Alors qu'ils ne pouvaient même pas, les chefs d'État et de gouvernement, aux yeux de nos traités, se réunir pour expliquer et pour décider. C'était interdit, c'est un sujet qui n'est pas européen. Et c'est Nicolas Sarkozy, avec son manque de respect des règles, avec son caractère un peu particulier, qui, bousculant tout le monde, les a mis autour de la table. Et ils ont décidé, sans mettre un centime, en apportant la garantie des États au système bancaire américain, au système bancaire européen, ils ont sécurisé le système bancaire européen. Et du coup, ça a freiné et ça a bloqué ce qui était en train de se produire aux États-Unis. C'est notre force et notre puissance qui l'avons fait. Mais il n'y a rien dans nos textes qui nous permettent de nous organiser pour faire ça. Seule la volonté politique a été capable de le faire. Est-ce que nous aurons la capacité de réveiller chez les Français et chez les Européens la volonté politique, effectivement, de se donner les moyens de contrôler, entre guillemets, leur propre avenir et de ne pas subir ce qui se passe ailleurs? Sans un centime, nous sommes arrivés à faire ce que les Américains ne parvenaient pas à faire avec 700 milliards de dollars. C'est-à-dire, grosso modo, presque 2 fois le budget de la France. Par la seule force de la volonté politique et la puissance économique et financière que représentent nos pays, malgré la difficulté, malgré les dettes, malgré les disparités. Est-ce que, pour le tandem Mélenchon-Le Pen, qui veulent nous faire croire et qui voudront nous faire croire dans cette campagne européenne, que la sortie de l'euro serait la solution aux problèmes de la France, à ses problèmes de compétitivité, comme ça, sans effort, est-ce qu'on peut objecter que ça veut dire que le prix du litre d'essence multiplie par 4 demain? Que la dette de chacune et de chacun d'entre vous auprès de vos banques est multipliée par 4 demain, parce que le retour aux francs, c'est ça ce que ça veut dire? Que la dette de la France est multipliée par 4 demain? C'est ça ce que ça veut dire? Et que nous enchaînerons de dévaluation en dévaluation? Que l'inflation repartira? Est-ce que réellement c'est une solution? Mais pour ceux qui ne me croiraient pas, est-ce qu'on peut réfléchir un peu plus loin? L'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce ont vécu des crises bien plus fortes que les nôtres. Nous nous plaignons, nous Français. Y a-t-il un fonctionnaire dans notre pays qui a vu baisser de 25% son traitement, comme c'est le cas en Espagne? Y a-t-il un retraité qui s'est vu supprimer de 20 à 30% de sa retraite, comme ça a été le cas en Espagne ou en Italie et au Portugal? Y a-t-il, comme c'est le cas en Grèce, des dizaines de milliers de fonctionnaires qu'on a arrêté de payer purement et simplement? Les obliger à travailler au black? Mais si c'était réellement la sortie de l'euro qui était la solution, vous croyez que les Grecs auraient fait tous les sacrifices qu'ils ont faits pour rester dans l'euro? Ces gens-là sont fous? Les Italiens aussi? Les Espagnols aussi? Les Portugais aussi? Les Irlandais aussi? Ces gens-là sont masochistes. Ils ont décidé de payer pour rester sous l'emprise d'une dictature de la monnaie unique. Mais enfin, on peut un peu réveiller notre peuple à l'occasion des élections européennes et leur montrer que c'est certainement pas avec des fous démagogues qui veulent juste faire plaisir et permettre aux gens de se défouler, mais qu'on a besoin au contraire de reconstruire. Est-ce que je suis en train de dire que l'Union européenne fonctionne bien? Pas du tout. Je vous décrivais par exemple le fait qu'on avait la solution dans la crise financière du système bancaire, mais qu'on n'avait pas les institutions qui nous permettent d'apporter la solution. Que l'euro est sujette à toutes les toutes les spéculations possibles et imaginables, parce que c'est la seule qui n'a pas un gouvernement économique. L'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas l'Europe que nous voulons. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons mise en place. Ça fait bien longtemps qu'elle a été entre les mains, Nicolas Sarkozy compris, Jacques Chirac le premier, de gens qui n'y croyaient pas, qui n'en voulaient pas. Mais c'était également le cas d'ailleurs de Schröder en Allemagne, de Berlusconi en Italie, de Brown en Grande-Bretagne. Évidemment que quand un projet est laissé entre les mains de gens qui n'y croient pas,
ben, ils ont construit progressivement un système purement national. Regardez d'ailleurs qui nous avons comme président de l'Europe et comme représentante de l'Europe qui était en Ukraine il y a 2 jours. Madame Ashton, personne ne sait qui c'est. Elle n'a jamais exercé la moindre responsabilité gouvernementale. Elle trouvait le moyen d'aller à Damas, rencontrer des gens, elle ne servait à rien. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Sarkozy, Berlusconi et Merkel se sont entendus pour nommer des gens qui font pas le figure. Et pas des gens qui soient capables de diriger. Parce qu'ils ne veulent pas être dirigés et que chacun veut regarder dans son coin. Que faisons-nous aujourd'hui en Syrie, avec le ridicule de notre président qui voulait aller tout seul faire la guerre derrière les Américains? Que faisons-nous aujourd'hui en Ukraine, quand notre ministre de la Défense, pourtant Laurent Fabius, qui n'est pas le dernier des derniers, commence une négociation et va voir en Chine si j'y suis. Pendant que ce sont les Polonais et les Allemands qui gèrent la crise. Et on veut nous dire que la France est aujourd'hui un grand pays dirigé correctement, alors que c'est à travers justement la force que donne l'Union européenne. Si les Polonais ont leur mot à dire sur ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas la proximité, qui joue. C'est parce que l'Union européenne a considéré qu'ils étaient les mieux placés pour essayer de porter la parole de l'Europe avec les Allemands à cet endroit-là. Je préférerais très franchement que ce ne soit pas les Polonais, peut-être un Polonais, mais des dirigeants de l'Union européenne qui viennent. Et puis, pardon, et je terminerai par là, mais j'ai ça sur le cœur depuis si longtemps. Et cette campagne, c'est le moment, non pas de vider seulement son cœur, mais de faire prendre conscience au peuple français. On n'a pas réuni 500 millions. Nous ne sommes pas contents de l'Europe telle qu'elle fonctionne. Nous voulons qu'elle fonctionne différemment. On n'a pas réuni 500 millions de citoyens européens pour faire un passeport ou pour faire Erasmus, ce qui est sympathique. On ne les a pas réunis pour faire des normes, pour calibrer la matière dans laquelle doit être fait ce verre, la taille d'une orange, la couleur ou la résistance d'un jouet qu'on donne à nos gamins. On n'envoie pas des centaines de députés européens à Strasbourg et à Bruxelles pour parler de ça. Et c'est l'essentiel de leur activité. Parce qu'on a organisé un grand marché, en oubliant que le marché, par définition, c'est pas ce qui nous fait vivre ensemble, c'est pas ce qui nous défend, c'est pas ce qui nous protège, c'est pas ce qui nous permet de faire valoir nos atouts. Quand on est la première puissance du monde, on ne se réunit pas pour faire des normes. On se réunit, comme on l'a fait sur le charbon et l'acier, bien sûr pour mettre nos atouts en commun. Et aujourd'hui, nos enjeux, nos difficultés en commun. L'Europe, elle ne doit pas avoir, d'ailleurs forcément, un seul cercle, c'est en tout cas notre conviction. Elle doit avoir la zone euro, qui elle a besoin d'un gouvernement économique fédéral, qui permette de mettre en commun notre politique budgétaire. Parce que, évidemment, si vous avez les Grecs qui dépensent de l'argent et les Allemands qui économisent, au bout d'un moment, les Allemands ne sont plus d'accord pour payer pour les Grecs. On a donné beaucoup de leçons sur l'égoïsme allemand. Mais ce que je dis sur les Grecs est valable pour l'Italie, et c'est valable pour la France. Comment reprocher aux Allemands qui, eux, ont fait des sacrifices depuis déjà 15 ans, de ne plus vouloir payer pour les autres? Pour nous, Français. Quand Gerhard Schröder devient chancelier d'Allemagne, il fait 35 milliards d'euros d'économie dès la première année. Notre gouvernement qui passe son temps à parler d'économie n'a pas fait 1 centime d'économie. Pardon, cette année, 1,5 milliard d'économie, c'est la première fois. 1,5 milliard d'économie entièrement prélevées sur les collectivités locales. C'est-à-dire que ce n'est pas ces économies sur lui, c'est sur les communes, les départements, les régions. C'est-à-dire que vous allez les retrouver dans vos impôts locaux. Voilà, dès que les élections seront passées. D'accord? Ils ont fait des efforts. Oui, ils ont fait des efforts. C'est pas pour payer la retraite des Français. C'est pas pour payer la gabegie des Grecs. C'est pas pour payer telle ou telle chose en Italie. À un moment donné, donc vous devez avoir des règles communes, sinon vous ne pouvez pas fonctionner ensemble. Quelque chose qui vienne effectivement autour de la zone euro, avoir une stratégie budgétaire commune, une stratégie industrielle commune. C'est quand même un compte que l'essentiel des réussites industrielles européennes ne soit pas le fait de l'Europe. Ariane et Airbus ne doivent rien à l'Union européenne. D'ailleurs, ils comportent des partenaires extérieurs, ce qui n'empêcherait rien. Or, nous avons un potentiel de recherche, d'innovation, de production, d'intelligence d'exportation, chacun de nos pays ayant d'ailleurs un certain nombre de spécialités qui devraient être coordonnées pour aller conquérir des marchés dans le reste du monde et pour protéger les nôtres quand c'est nécessaire. Qui, de la même façon, devrait avoir une stratégie commerciale commune qu'on n'étale pas à la télévision. C'est fabuleux. On se réunit à 27, on est là et on dit, voilà, on va négocier avec les Américains, c'est ça nos objectifs de négociation.
S'il y a des gens qui ont déjà fait des négociations ici, si vous arrivez en sachant, en montrant votre jeu à l'adversaire, ça devient assez compliqué d'obtenir ce que vous voulez, puisqu'il sait déjà où vous voulez en venir, donc il sait où il va vous emmener. Et nous sommes en permanence là-dessus. On a donc besoin d'un gouvernement qui, effectivement, dise voilà quels sont les objectifs de négociation. On a d'ailleurs 2 parlements, un à Strasbourg, un à Bruxelles. Et bien que Strasbourg soit le parlement de la zone euro, avec s'il faut les mêmes parlementaires, pas la peine de les multiplier. Mais il y a ce qui est la réglementation du marché, et puis il y a ce qui est plus important. Nous ne nous sommes pas réunis à 500 millions pour faire des normes, mais pour reconquérir nos propres souverainetés, sur nos budgets, sur nos stratégies industrielles, sur nos stratégies commerciales, sur les politiques migratoires, où nous avons besoin de changer complètement la façon dont ça fonctionne, cette fois-ci sur l'espace Schengen. C'est extravagant d'avoir des pays qui vont avoir des besoins aussi différents. Je disais, la France a peu besoin en réalité, elle a besoin, mais elle a peu besoin ou marginalement besoin d'immigration pour le travail. L'Allemagne va avoir un énorme besoin, qu'elle prendra pour partie à l'est de l'Europe, pour partie en Turquie, pour partie dans le reste du monde. Mais dans l'espace Schengen, si vous rentrez en Espagne, vous avez parfaitement le droit de vous installer en France. Quand j'étais en Moselle, samedi dernier, et qu'ils ont 450 000 emplois à leur porte, avec le taux de chômage qui est le leur, oui, ils sont en train d'apprendre à parler allemand. Ils ont aussi le Luxembourg, on le voit mal d'ici, à leur porte, où le terrain en Moselle coûte 1 euro quand il coûte 30 au Luxembourg. Mais par contre, on est payé 2 euros au Luxembourg quand on est payé 1 en Moselle, vu la distance. Vous croyez que les gens ne vont pas aller, venant de l'étranger, s'installer, travailler au Luxembourg et s'installer en Moselle? Et qui va porter ensuite la fiscalité, l'assistance sociale, etc. C'est pas de l'abus social, c'est simplement qu'il y a un décalage qui se crée. On est fou. Si on ne change pas une chose, il est normal que nous, Européens, puissions nous installer librement dans les différents pays. J'ai envie demain de vivre en Italie, un Italien en France, et il n'y en a pas tant que ça au global. Mais c'est normal dès lors qu'on applique le même droit du travail que celui du pays où on est, ce qui en ce moment pose une difficulté, et qui est en train, là pour le compte, d'être à peu près géré par le gouvernement. Mais en revanche, si l'Italie, si l'Espagne, si l'Allemagne ou si la France décide de faire rentrer un étranger sur son territoire, de lui permettre de travailler parce qu'elle a besoin de lui sur ce territoire-là, il n'est pas question de continuer à accepter que celui-ci puisse s'installer dans un autre pays. D'ailleurs, la France en serait sans doute, avec son système de protection sociale, une des principales victimes. Et ce n'est pas à nous, militants de l'Europe, de laisser dévoyer l'Europe à ce point-là, et de laisser les racistes et les xénophobes de l'extrême droite de dénoncer. Moi, j'ai rien contre le Marocain qui vient s'installer ici parce qu'il exerce un métier. Aujourd'hui, on n'a plus assez de médecins, parce qu'on a un numerus clausus débile et mal géré. On n'a plus assez de médecins. On va en chercher en Pologne, en Algérie, au Maroc, etc. On les fait payer d'ailleurs dans nos hôpitaux moins cher que les médecins français, etc. Mais j'ai rien contre le fait, si on a besoin d'eux, on a besoin d'eux. Mais dans ces cas-là, si on décide de l'admettre en France, eh bien s'il veut changer de pays, il doit demander l'autorisation au pays dans lequel il va aller. C'est la moindre des choses, puisque ce n'est pas la population de l'Union européenne, c'est la population qu'on fait venir parce qu'un pays de l'Union européenne. Et avoir un système d'immigration commun qui soit régulé entre nous, entre chaque pays, mais qui permette de dire, voilà, on sait que dans les 5 ans à venir, ça se produit au Canada, État fédéral, et ça marche très bien, que dans les 5 années qui viennent, on va avoir besoin, en France, de 200 ou 300 000 personnes. En Allemagne, d'1 million, 1,5 million. En Italie, ils ont besoin de rien. En Espagne, je dis des bêtises, mais pas pour la France et l'Allemagne, c'est pas ça. Mais pour les autres pays, je n'en sais rien. On se fixe des quotas, et donc chacun qui a décidé d'en accueillir 300 000, il en accueille 300 000, il garde ces 300 000, il ne l'envoie pas chez les autres. Et si les Allemands en accueillent 1,5 million, ils n'envoient pas ce 1,5 million vivre en France. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On a besoin de se fédérer aussi pour être souverain sur nos ressources énergétiques. Comment? Vous n'avez pas le souvenir de Nicolas Sarkozy, d'Angela Merkel et de Berlusconi courir à Moscou pour négocier les contrats gaziers dont nous avons besoin pour nous approvisionner, séparément devant le grand démocrate qu'est Vladimir Poutine, dont le système de pouvoir est construit sur des oligarchies, et notamment l'oligarchie du gaz. Et chacun est allé défendre son intérêt chez Poutine. Mais l'autre, il était le maître du jeu, il faisait ce qu'il voulait. Et si on y allait ensemble, et si on négociait, qu'est-ce qu'il fait de son gaz? Et qu'est-ce qu'il fait de son pouvoir? De l'argent qui nourrit son pouvoir.
si on fixe les barres ensemble, à qui il le vend son gaz, s'il ne le vend pas chez nous? On rééquilibre le rapport de force. C'est la même chose avec les pétromonarchies. Mais là, chacun regarde ensemble. Nous avons besoin de fédérer des grands enjeux stratégiques. La recherche, ce potentiel formidable. On regarde les États-Unis avec envie. Notre président est allé se balader à la Silicon Valley pour voir comment il faisait. Il a dit qu'il aurait mieux fait d'essayer de le faire en France. Comment dirais-je, on admire le potentiel de recherche d'innovation des États-Unis. La Chine vient et l'Inde d'ailleurs, viennent en moins de 15 ans de créer un potentiel 20 fois supérieur, 100 fois supérieur à ce qu'ils étaient. Nous en disposons, nous ne l'organisons pas, nous n'en faisons pas une stratégie, alors même qu'on sait que c'est sur les choses de la forte valeur ajoutée que nous avons une chance de nous en sortir dans les années à venir. De maintenir notre niveau de vie, notre civilisation, etc. Donc on est fou. Voilà, on est fou. Eh bien, c'est vrai que ce centre éparpillé, dispersé, divisé pendant longtemps, ne portait plus le drapeau. Et vous allez avoir dans ces élections européennes le tandem Mélenchon-Le Pen qui va expliquer que tout est la faute de l'Europe et qu'il suffit en claquant des doigts de sortir pour revivre heureux dans la France des années 50. D'ailleurs, était-on si heureux que ça dans la France des années 50? D'ailleurs, on sublime toujours le passé. Mais enfin, moi je me souviens de mes grands-parents qui n'avaient pas de toilette, qui n'avaient pas la flotte chez eux, etc. Et ce n'est pas tout à fait aussi beau et idyllique que ce qu'on raconte. Les gens mouraient plus tôt, etc., etc. À l'inverse, de toute façon, le retour en arrière n'a jamais existé dans aucune société. Bref. Il n'y a que Mussolini qui a essayé en Italie, on sait comment ça s'est terminé. Ils en payent d'ailleurs encore en partie les conséquences. Et puis vous allez avoir le PS et l'UMP. L'UMP n'a plus de ligne politique sur l'Union européenne. Il y a des gens qui sont gentiment pro-européens, des gens qui sont franchement contre, des gens qui ne savent pas trop, et qui vont voter pour dire bon, bah, moi de toute façon je suis UMP, c'est pour emmerder les socialistes. Voilà. Mais côté socialiste, c'est pas beaucoup mieux. Très franchement, les Montebourg et Benoît Hamon, j'aimerais savoir ce qu'ils racontent aujourd'hui sur l'Union européenne. Il y a des gens très franchement européens au sein du Parti Socialiste, mais comme ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont expliquer qu'il faut que l'Europe soit sociale. C'est la même chose que quand Hollande était en train d'expliquer qu'il allait mieux pouvoir travailler une fois que Merkel serait partie et que ce serait le Parti Socialiste allemand qui dirigerait l'Allemagne. Pas de chance, les électeurs allemands n'en ont pas voulu. Ça, alors évidemment, les Allemands ont eu le culot de ne pas faire ce que voulait François Hollande. Détail qui lui avait échappé, quand il a été élu président, il s'est dit qu'il avait le droit de décider pour tout le monde. Pour redevenir sérieux, ils vont pouvoir nous parler de l'Europe sociale autant qu'ils veulent. Le problème, c'est que dans l'Union européenne, personne n'en veut. Il n'y a pas un pays, d'abord parce qu'il n'y a pas un parti socialiste comme le Parti socialiste français en Europe. Pas un seul. Pas un seul. Et dans les 10 nouveaux pays membres qui ont vécu pendant 50 ans ou 60 ans sous régime communiste, eux, ils ne veulent surtout pas entendre parler de social, ils veulent que l'ultralibéralisme, ce qui est un problème. Ce qui est un vrai problème. Ce qui fait d'ailleurs que je suis le seul député français en 2004 à avoir voté contre l'intégration de ces pays, parce que je pensais qu'il fallait d'abord réformer notre mode de gouvernance et ensuite les accueillir, qu'on soit d'accord sur l'objectif avant de savoir pourquoi on se mettait autour de la table de famille. Malheureusement, tous mes collègues de l'époque, y compris de notre famille politique, considéraient que non, c'était pas grave. Donc on a perdu le chemin, on a perdu la capacité d'agir, la densité qui était nécessaire pour qu'on puisse s'en sortir. Bon, c'est comme ça, et puis en 2005, de la même façon, la plupart de notre famille politique a embrayé derrière un traité, qui après tout sont les règles dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, dont on voit combien elles sont insatisfaisantes. Moi j'ai voté contre, parce que je veux un système fédéré, je veux un système fédéral, c'est pas la fin de la France, c'est la reconquête de nos souverainetés, c'est la reconquête de nos stratégies, de nos modes de vie, le moyen de protéger nos sociétés telles qu'elles ont envie de vivre, et pas de subir le reste du monde, ou un ultralibéralisme qui d'ailleurs n'existe qu'en Europe à ce point-là, parce qu'ailleurs, les États-Unis, soi-disant pays libéral, savent très bien se protéger contre tout ce qui ne leur plaît pas, savent très bien subventionner leurs industries à travers notamment les recherches de l'armement, savent très bien. Il n'y a aucune naïveté, il n'y a que chez nous, hein, on est les grands naïfs de la Terre. Bon, sortons de la naïveté. Et donc, comment dirais-je, les élections européennes, elles vont voir s'affronter de démagogie et de mièvrerie. Sauf si nous sommes là, et nous serons là, dans chaque euro-circonscription, dans chaque coin de France, et y compris outre-mer, pour défendre un autre projet, celui que dont j'ai essayé de dessiner les contours, qui permettent réellement de faire comprendre aux Français que l'Europe n'est pas notre problème. C'est même notre meilleure solution. Pas celle qui fonctionne là, c'est vrai. Mais ce n'est pas la sortie de l'Europe qui apporte la solution. C'est le fait de l'achever, de la terminer, de lui donner sa densité, de ne plus en avoir
fait qu'un seul marché, mais d'en avoir fait une entité qui est capable de se défendre, de se faire respecter, de porter sa vision du monde. C'est pas une Europe française, c'est une Europe qui, effectivement, c'est-à-dire, les Français, on veut toujours donner des leçons à la terre entière. Comme on est de plus en plus mal, on est de plus en plus mal placé pour donner des leçons. Bon. Mais c'est pas une Europe française, mais c'est une Europe qui est consciente de ses intérêts collectifs, comme elle l'a été au sortir de la guerre, avec les millions de morts et les horreurs qu'on a connues, comme elle l'a été à ce moment-là. Se regardant lucidement dans les yeux, nous avons des intérêts communs, défendons-les, construisons-les, portons-les. C'est le drapeau que l'UDI portera, j'espère, avec votre aide aux élections européennes du 25 mai prochain. Merci. Sur le cumul des mandats, oui, s'il y a une alternance politique, on reviendra dessus. Alors, pas forcément pour revenir au système précédent, mais je veux d'abord attirer votre attention sur le fait qu'en ces temps de populisme, et on l'a défendu à l'Assemblée nationale en disant que ce n'était pas ça le bon équilibre, en ces temps de populisme, Hollande, c'est pas le même, moins bon. L'autre était plus fort. Oui. Hollande a versé plusieurs fois dans la démagogie populiste la plus honteuse de mon point de vue. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comme globalement, la machine politique, les responsables politiques n'apportent pas des solutions qui peuvent satisfaire les gens. Et d'ailleurs, est-ce que ça peut les satisfaire totalement? Parce qu'il y aura des efforts nécessaires pour arriver à remettre notre pays sur les rails. On va se raconter l'histoire. Eh bien, au lieu de mener une politique et d'assumer, on jette en pâture les responsables politiques de façon parfaitement irresponsable, et y compris à ce qui peut nous conduire, crise plus ça conjugué, à un vrai accident démocratique, c'est en tout cas ma conviction. Je pense que tout ça peut mal finir. Selon les mots, le titre d'un livre d'un ancien député maire du Var. Je pense que tout ça peut mal finir, et je vous en donne deux exemples. Lorsque son ami Jérôme Cahuzac se fait prendre les doigts dans le pot de confiture avec son compte en Suisse, etc., etc., le président de la République se précipite à la télévision pour expliquer quoi? Pour expliquer que le plus important du plus important, c'est qu'on fasse la transparence sur le patrimoine des hommes publics. Donc nous venons tous de faire. Alors c'était plus seulement les députés, les maires, etc. C'est les grands responsables administratifs, les grandes entreprises publiques, etc., etc. On vient tous de faire des déclarations qui au départ devaient être publiques, c'est-à-dire tout le monde pouvait savoir quel est votre patrimoine. Aujourd'hui, en théorie, elles ne le sont pas, parce qu'il faut aller à la préfecture pour savoir ce que gagne votre... Enfin, ce que gagne d'ailleurs, ce que gagne, vous ne saurez pas. Mais ce qu'a comme patrimoine votre maire, votre député, votre vice-président de conseil général, conseiller régional, etc. Et puis, vous n'avez pas le droit de le publier. Mais en vérité, si vous allez le publier sur un site américain, sur Internet, tout le monde le saura, mais vous ne serez pas condamné. Donc en réalité, c'est totalement transparent. Ça sert à quoi? Expliquez-moi à quoi ça sert. Quel est le problème de Jérôme Cahuzac? C'est que ce monsieur, sans doute d'ailleurs avant ses fonctions électives, à un moment donné, gagné de l'argent, légalement, illégalement, on n'en sait pas encore grand-chose, vu que c'est l'enquête judiciaire qui doit le faire, a décidé de le planquer en Suisse. Pensez-vous que la déclaration que je viens de remplir il y a un mois, si j'avais été Jérôme Cahuzac et que j'avais un compte en Suisse, vous pensez vraiment que je vais le déclarer dans ma déclaration de patrimoine? Ça évite quoi? Est-ce que le fait qu'un homme politique ait un patrimoine important ou un patrimoine moins important en fait un honnête homme ou un malhonnête homme? Est-ce que le fait que Laurent Fabius soit l'homme le plus riche du gouvernement en fait quelqu'un d'inapte à ses fonctions, ou d'honnête ou de malhonnête? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est pas du tout rendre public le patrimoine des hommes publics de façon très malsaine, voyeuse, parce que ça n'alimente que le voyeurisme et le populisme, de façon d'ailleurs très particulière. Je vous ferai remarquer que dans ces cas-là, le maire de Sainte-Maxime déclare son patrimoine. Son adversaire voit son patrimoine. Il est candidat contre lui. On est en plein dedans en ce moment. Il publie son patrimoine. Pour l'instant, il ne peut pas le faire parce que c'est la dernière élection où ça ne sera vu qu'après. Il critique le patrimoine de son adversaire. Mais son adversaire ne connaît pas le patrimoine de celui qui est en train de le critiquer. Quelle est l'égalité entre les candidats? Quel est le jugement du citoyen? C'est totalement débile. Alors que ce qu'il fallait faire, c'était contrôler l'évolution de ce patrimoine. Mais ça, à travers des déclarations qu'on faisait déjà, mais des moyens de contrôle qui n'existaient pas, il fallait donner les moyens du contrôle. Parce que ce qui est intéressant, c'est pas de savoir que M. Fabius a 5 millions d'euros. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si quand il a été Premier ministre, ministre du Budget, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil général des Alpes maritimes, député de la République, est-ce qu'il a utilisé ses fonctions pour s'enrichir? C'est ça le problème. C'est pas de savoir combien il est fils d'antiquaire, il a hérité d'argent
je ne savais même pas celle qui a battu Juppé, je me souviens plus de son nom, qui est de Bordeaux, qui est ministre de je ne sais pas quoi d'ailleurs, je suis pas retenu, peu importe, il y en a 40 et quelques, non, ça va. Elle est riche, et alors? Quand Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui est député de mon département, dispose d'une maison cossue qu'il a achetée sur les hauteurs des Lilas, j'en sais un peu quelque chose pour des raisons personnelles. Mon chef de cabinet était le chef de cabinet du maire des Lilas au moment où il a fait construire ça, donc je sais comment est sa maison, même si je l'ai jamais vue. Qui lui permet d'avoir une vue sur tout Paris, qui donc doit valoir pas mal d'argent. Il a bien acheté, bien construit, au bon moment, au bon endroit. Bon. Il est propriétaire d'une maison dans le Loir-et-Cher, maison de campagne. Ça fait 30 ans qu'il est député. C'est mon adversaire politique. Ça en fait un malhonnête homme? Et en quoi ça m'intéresse? Ça m'intéresse de savoir s'il a piqué quelque chose dans la caisse. Ça m'intéresse. Mais ça m'intéresse en rien de savoir ce qu'il a entre les mains. Première réaction populiste sur Cahuzac. Deuxième réaction populiste, la fin du cumul des mandats. Puisque vous n'êtes pas capable de faire le boulot, on va supprimer les mandats. D'abord, c'est pas vrai. Les mandats ne sont supprimés que pour les parlementaires. Pour les parlementaires. Pour les autres, c'est pas vrai. Vous pouvez être maire et vice-président du conseil général, vous pouvez être conseiller régional et conseiller général, vous pouvez être plein de choses. D'accord? Mais vous n'avez plus le droit d'être député, député européen ou sénateur et avoir un exécutif. Même pas maire adjoint du plan de la Tour. Ce qui, pardon pour ceux qui seront adjoints demain, n'est pas un travail à plein temps. Hein, je dis quand même. Bon. Et tout ça pourquoi? Pour revaloriser le rôle du Parlement, mais de qui se moque-t-on? Les députés de la République sont aujourd'hui élus 6 semaines après le président de la République. Ça veut dire qu'ils vont être totalement dépendants, sans aucune force locale, du président de la République de leur camp. Je parle de ceux de la majorité, ceux qui influent réellement sur le pouvoir. L'opposition, elle ne fait que construire un projet d'alternance et critiquer ou voter, ça vous est arrivé, ce qui est bien fait, et critiquer ce qui est mal fait. Donc les députés de la majorité, dans le pays du monde, la France, le plus centralisé en termes de pouvoir, il n'y a pas un chef d'État, je parle du monde occidental, je ne parle pas de Poutine, c'est le seul qui en aurait plus. Il n'y a pas un seul chef d'État dans le monde occidental qui concentre autant de pouvoir que le président de la République. À la fois par notre Constitution et par notre système qui est extrêmement centralisé, nonobstant les lois de 83 et de décentralisation. Cet homme qui est le plus puissant avait un contre-pouvoir en face de lui, sa majorité au Parlement, qui pouvait de temps en temps dévier le tir, empêcher, bloquer. Je pense que c'est ce pouvoir-là qu'il faudrait renforcer en vérité, si on veut retrouver des institutions un peu plus équilibrées. Et un exécutif qui, parce qu'il a une onction de 22 millions de suffrages, ne perd pas la tête et ne pense pas avoir raison contre le reste du monde. Parce que vous savez, si vous voulez faire une loi et que des gens de votre majorité, c'est-à-dire vos supporters, vous disent là non, c'est qu'elle n'est pas forcément maligne, c'est qu'elle n'est pas forcément intelligente, c'est qu'elle n'est pas forcément urgente, c'est qu'elle doit être amodiée, modifiée, amendée. Et c'est déjà difficile dans le système actuel, avec le 49.3, qui leur fait, avec la dissolution qui leur fait peur. C'est déjà difficile. J'ai été député dans une majorité. J'ai fait les 3 situations. 2002-2007, j'étais ni dans la majorité dans l'opposition. Moi, je regardais, je critiquais, je disais bien. 2007, je fais partie de l'opposition, de la majorité, même avec pas mal de critiques, même avec des votes contre certains projets du gouvernement, ce que j'estime légitime, etc. Et maintenant, je suis dans l'opposition. Mais j'ai connu dans la majorité quand vous essayez de dévier le tir. Non, mais attends, tu vas pas mettre en difficulté le gouvernement. Tu te rends compte, les pauvres? Puis sinon, 49.3. Et puis si on renverse le gouvernement, alors, parce qu'il y a la loi Adopi, ils vont nous mettre le 49.3. On va renverser le gouvernement pour la loi Adopi, mais je peux être d'accord avec le reste. Je peux être contre cette loi. J'ai quand même le droit. Sinon, je dirais à quoi? Il n'y a pas besoin d'un parlement. Vous allez faire des économies, là, pour le compte. Vous virez les 577 parlementaires, il fait des décrets présidentiels, il n'y a plus de discussion et basta. L'affaire est réglée. C'est clair. Simplement, qu'est-ce qui me permet de dire non à Nicolas Sarkozy quand il fait la réforme de la taxe professionnelle? Qu'est-ce qui me permet de voter non sur un budget qui correspondait? Qu'est-ce qui me permet de critiquer tel ou tel aspect qui me paraissait des erreurs? C'est que je suis maire. D'abord, ça me permet de voir des choses que je ne verrais pas si j'étais juste député, c'est-à-dire en réalité enfermé dans mes permanences où on va venir me demander des logements, et dans mon parti où on va me faire de belles théories. En tant que maire, ça me permet de voir des choses. Mais surtout, moi, Nicolas Sarkozy, il vote pour moi, il vote pas pour moi. Non, il n'est pas dans ma circonscription, je m'en fous. Je sais que le fait d'être maire, ça me donne la prise du terrain et la capacité de résistance, y compris un exécutif avec lequel je suis. Or, dans ce pays, dans notre pays, où le pouvoir du président est le plus puissant de tous les pays occidentaux, sans contre-pouvoir réel, où les députés sont élus dans la foulée, les sénateurs, c'est à peu près le même mécanisme pour des raisons différentes,
sont élus dans la foulée du président de la République. C'est-à-dire que vous avez des tas de gens qui sont élus, les gens ne savent pas qui c'est, mais comme ils se présentent avec l'étiquette Hollande, puis 5 ans avant avec l'étiquette Sarkozy, je vote pour lui. Vous faites du Parlement un lieu croupion. Alors le cumul n'est plus nécessaire, mais c'est le Parlement qui est plus nécessaire. Voilà ce qui va se passer. Et vous aurez une assemblée d'apparatchiks la prochaine fois. Et c'est une erreur grave s'il n'y a pas d'alternance politique. Et s'il y a une alternance politique, il y a un équilibre, à mon avis, qui doit être trouvé, qui doit être différent. Deux choses. Une un peu démago, mais au point où ils en sont les Français. La première chose, c'est pas la démago, c'est la deuxième, qui est démago. La première chose, c'est de dire qu'on doit pouvoir avoir en France 2 mandats, pas un de plus, un mandat exécutif, un mandat représentatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mandat où vous exercez des responsabilités, où vous prenez des décisions. C'est le maire adjoint, c'est le vice-président du conseil général. Il ne faut pas être maire et vice-président du conseil général, conflit d'intérêt. Et en charge de travail, attention. C'est un mandat où vous exercez sur une administration, une autorité, vous donnez des ordres, vous décidez des budgets. Vous êtes dans la réalité, dans le concret. Et un autre mandat qui est un mandat représentatif. C'est celui de député, de sénateur, de député européen, mais c'est celui de conseiller régional, c'est celui de conseiller général. Vous portez la parole sur un mandat, notamment à partir de ce que vous voyez sur le mandat où vous êtes acteur avec le pouvoir. Et c'est un mécanisme qui me paraîtrait beaucoup plus sain, évitant la surcharge de travail et la surdélégation, elle était déjà pas mal limitée, mais permettant de ne pas avoir non plus les conflits d'intérêts. Deuxième mesure, démago, pour que les Français comprennent que c'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est même exactement l'inverse, si on voulait y réfléchir. C'est de dire, ok, si tu es député et que tu es maire, tu touches que ton salaire de député. Maire, c'est gratos. La différence pour moi, c'est 2 000 euros. D'accord? C'est beaucoup d'argent, mais je me passe des 2 000 euros. C'est pas pour ça que je fais ça. D'abord, si je faisais ça pour ça, j'irais bosser dans une boîte, j'aurais tous mes week-ends, je serais plus souvent chez moi le soir, et bref. Hein, parce que ça va. D'avoir sans arrêt des gens qui passent leur temps à critiquer les gens comme nous. Moi, je passe ma vie à m'occuper des autres. Alors évidemment, j'exerce des responsabilités, je l'ai voulu, je me plains pas, je suis candidat. Mais il faut quand même arrêter. C'est les gens qui le pensent, c'est pas vous êtes là ce soir, c'est les gens qui le pensent qu'à leur gueule, qu'à eux, qu'à leur lendemain immédiat, etc., qui passent leur temps à nous baver dessus. Et on a un président de la République qui alimente ça. Et c'est avec ça qu'on va reconstruire la France. Enfin, excusez-moi, mais c'est quand même ça la réalité. C'est tellement facile d'être le spectateur dans les tribunes de foot qui regarde l'équipe, dit regarde-moi cette bande de bras, ils ne savent pas jouer, mais descends, joue. Ben enfin, à un moment donné, il faut quand même qu'on retombe un peu les 2 pieds sur terre, non? Bon. Et donc, et si vous y réfléchissez, c'est Luc Gégaud qui me disait ça, il a raison. Je suis député, je suis maire. Puis je suis vice-président de mon intercommunalité, ça c'est gratos, j'étais déjà plafonné. Puis je suis président du CCAS, puis je suis machin, par les fonctions c'est obligatoire. Le maire il est président du CCAS, président de la caisse des écoles, bon. Et donc tout ça c'est gratos. Donc plus je bosse, plus je travaille gratuitement, et on vient me critiquer. Mais qu'on fasse le même avec les autres salariés. Hein. Je vais vous faire plus bosser, ça va être gratos, vous allez voir. C'est ça quand même l'histoire du cumul. Bon. Je pense qu'il y a raison gardée dans cette affaire. Un équilibre pour avoir des gens qui, quand ils ont un mandat de porte-parole, savent de quoi ils parlent. Donc ils ont un exécutif potentiel dans les mains. Et je pense qu'il faut raison garder aussi sur les indemnités. Très franchement, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui en tant que députés ou que sénateurs gagneraient sans doute plus d'argent avec les mêmes compétences dans le privé et avec une vie plus simple. C'est-à-dire les choses, les gens n'y croient pas, je vous le dis. Vous savez, quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu faire de la politique. Je vous fais une confidence personnelle, si je peux me permettre. Quand j'étais gamin, j'ai toujours voulu faire de la politique parce que je trouvais que c'est le lieu, je trouve encore, que c'est le lieu où les aspirations différentes d'un peuple viennent se rencontrer et essayent de trouver sa solution. Depuis, j'ai découvert des tas de choses sur la politique. Mais la deuxième envie, en fait, c'était que je voulais voir ce qui se passait derrière le rideau. Ben maintenant, je sais ce qui se passe derrière le rideau. Il se trouve que j'y suis assez souvent. C'est beaucoup moins sale qu'on vous le dit. Je ne dis pas que c'est toujours propre. Je dis que c'est beaucoup moins sale qu'on vous le dit que le peuple français le pense, en l'occurrence. Vous avez dans les entreprises, dans les associations, les mêmes conflits, les mêmes compétitions, les mêmes enjeux. Simplement, ils sont beaucoup moins visibles. Parce qu'il y en a un qui est exposé sur la place publique et qui ne dépend pas d'une décision collective. Et les autres, ils sont moins visibles, mais vous vivez les mêmes choses. Avec des gens qui n'ont pas plus de défauts, pas forcément plus de qualité que vous, ils en ont une. C'est qu'ils essayent quand même d'avoir une avancée collective, d'avoir quelque chose qui ne concerne pas que eux. On peut vouloir devenir chef de service dans son entreprise. Ça peut aider l'entreprise. C'est quand même d'abord pour soi qu'on le fait. Quand je gère ma ville,
j'ai plaisir à le faire, j'ai passion à le faire. Mais je pense que je suis un petit peu utile à ma ville, et c'est ça en réalité qui fait que je suis pas chez moi ce soir avec mes gamins. Aussi. Donc, ce que je vous disais sur l'ordre, voilà. L'histoire du cumul des mandats, il faut, à mon avis, revenir dessus. Un mandat représentatif, un mandat exécutif. 2, si ça fait vraiment plaisir aux Français, ok. Et vous savez, moi je pars du principe, je l'ai même écrit dans un bouquin, je pars du principe que vous avez intérêt à avoir des élus correctement payés. Parce que quand les élus ne sont pas correctement payés, ils sont plus tentés de taper dans la caisse. Et je peux vous assurer, pour être devenu maire d'une ville communiste où les pratiques des marchés publics n'étaient pas classiques, que quand vous devenez maire, vous êtes très sollicité. Très sollicité. D'accord ? Je ne reçois jamais une entreprise tout seul. Maintenant, c'est moi, ils le savent, donc les boîtes, elles n'essayent même plus. Ils ont peut-être parfois essayé sur des services, etc. Vous êtes très sollicité. Mais le fait de bien gagner ma vie, je gagne 7 000 € par mois, le fait de bien gagner ma vie, le fait d'avoir 4 enfants et de vouloir les voir et de pas un jour me retrouver en tôle ou je ne sais pas, ça m'a évité toute tentation. Et je suis pas, vous savez, c'est comme les gens qui donnent des leçons à ceux qui pendant l'occupation, etc. Je ne sais pas ce qui serait fait, ce que j'aurais fait pendant l'occupation, j'espère que j'aurais pas été un salaud, mais j'en sais rien. C'est facile de donner des leçons quand on n'est pas dans la situation. C'est plus facile d'être honnête dans ma situation que si je gagnais 1 500 € par mois. Voilà. Dire les choses comme... Si on voulait réfléchir plutôt que de faire des incantations, des fantasmes, du dénigrement et de la démago. Voilà. Et puis dernière chose, moi je pense qu'on pourrait limiter le cumul dans le temps. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense ce serait plus important. Je suis devenu maire d'une ville qui a été gérée par le même maire pendant 50 ans. Okay. Comment il s'appelle? C'est les sites. Maurice Niles, vous connaissez Maurice Niles a été maire pendant 50 ans. Les 3 premières années de mon mandat, alors évidemment les 15-20 dernières années, c'est plus lui qui dirigeait réellement. Les 3 premières années de mon mandat, je n'ai pas passé 1 minute à faire autre chose que d'ouvrir des dossiers qui en fait ne l'étaient plus depuis 20 ans. Parce que si vous avez mis un système en place, c'est difficile de le restructurer, de le réimaginer, de le réformer. D'ailleurs, dans quelle société vous avez quelqu'un, sauf le grand patron parfois, et encore, quand c'est des grands capitaines d'industrie, les types ils bougent tout le temps, ils remoulinent parce qu'ils s'adaptent sans arrêt. C'est difficile. Donc je pense qu'on pourrait se dire qu'en fonction du type de mandat, parce que je pense qu'il faut laisser plus de temps à un maire, parce que vous avez l'urbain, vous avez l'aménagement, c'est plus compliqué, c'est plus long, mais qu'un maire doit pouvoir faire 4 mandats, un parlementaire peut-être se limiter à 3 et changer d'autres choses. Je pense que ça serait un débat qu'on pourrait ouvrir, si on est capable de l'ouvrir raisonnablement. Et puis il y a un dernier sujet d'ailleurs là-dessus, c'est ok, pas de cumul des mandats. Et bien dans ces cas-là, les fonctionnaires, on en fait quoi? Quand ils sont élus, ils restent fonctionnaires. Quand ils sont battus, ils redeviennent fonctionnaires. Quand vous êtes salarié, moi je ne suis pas fonctionnaire, quand vous êtes salarié du privé, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes avocat, quand vous êtes médecin, qu'est-ce qui vous arrive après? D'accord? Et c'est pas on va donner des droits spéciaux aux élus, parce que dans ces cas-là, c'est une espèce de caste que vous êtes en train de créer. Par contre, moi je considère, en Grande-Bretagne, quand vous vous présentez, quand vous êtes fonctionnaire, vous vous présentez, avant de vous présenter, vous démissionnez. Ce qui est un con, parce que si jamais vous n'êtes pas élu, c'est le caractère un peu excessif des Anglais. Mais bon, on voit la motivation, bien sûr. Mais deuxième, c'est vrai, enfin, peut-être pas exagéré non plus. Parce que là, ça veut dire que vous interdisez aux fonctionnaires l'accès aux fonctions électives. Parce que le gars, il a quand même une famille, il a besoin de manger, de vivre, de faire... Mais par contre, je pense qu'un fonctionnaire qui est élu au premier mandat, quand il se représente, s'il veut se représenter, il démissionne. S'il est élu, il démissionne. Parce qu'à ce moment-là, il se remet à égalité avec les autres. Parce que c'est facile de prendre des décisions, y compris impopulaires, quand on sait que de toute façon on a le parachute derrière. C'est plus compliqué quand vous ne l'êtes pas. Et donc voilà. Moi j'ai été assistant parlementaire il y a 25 ans. Le gars dont j'étais assistant parlementaire, il était médecin généraliste à Lille. On a tourné aujourd'hui, il est maire adjoint de c'est pas de ma faute. Mais c'est un truc très bien par ailleurs. Ce gars-là, quand il a été député 2 ans et demi, il était suppléant, il a remplacé, il y a une dissolution, je crois que c'est 97 la dissolution de Chirac. Le gars, il se retrouve à retourner à son cabinet. En 2 ans et demi, c'est patient. Il s'était barré. Il n'était plus là. Donc l'inégalité entre l'un et l'autre, si vous voulez, elle est forte. Et la deuxième question, la première question, c'était quoi? Le modèle. Alors, d'abord, y a-t-il un modem dans la salle? Des ex, oui, il y en a beaucoup. Alors, je vais essayer de faire court parce que il est déjà tard. 3 choses très rapides. 1, je viens de vous exposer un combat sur l'Union européenne qui est indispensable pour notre pays et pour notre continent. Est-ce qu'il fallait se présenter aux élections européennes séparément, le MoDem et nous, alors qu'on pense sur ce sujet-là exactement la même chose?
Évidemment non. Vous ne pouvez pas réveiller le peuple français et écrire l'histoire d'une élection qui serait la compétition entre les centres, la compétition entre Borloo et Bayrou, pour savoir qui, le cas échéant, si éventuellement il décidait de se présenter en 2017, serait candidat à la présidentielle. C'était une folie. Quand on pense la même chose, on porte le même drapeau, on se mettait d'accord là-dessus. Alors fallait-il faire un accord pour les municipales? Ça a été un débat entre nous, je ne vais pas l'étendre ici. Moi je ne le pensais pas. Mais je pensais qu'il pouvait être ponctuel, mais ce qu'il fallait, l'alternative comme telle, c'est un autre sujet. Et sur les européennes, j'ai toujours été partisan de ça, parce que quand vous portez la même valeur, quand vous savez que l'enjeu est essentiel, il faut y aller, il ne faut pas faire semblant. Alors après, qu'est-ce qui est en train de se passer au Modem? Concrètement, François Bayrou a pris un virage, un autre, un nouveau, qu'il n'a pas assumé. C'est ça la vérité. Il a voté François Hollande, il est comme des millions de Français déçus par François Hollande, et il décide d'être maintenant dans l'opposition avec nous. Constructive, mais dans l'opposition. On est capable de voter les emplois d'avenir, mais dire que la TVA, comme ils le font, c'est de la bêtise. Bon. Il le fait à tel point qu'il se présente contre un maire socialiste à Pau. Que la numéro 2 du Modem, Marielle de Sarnez, est candidate avec Nathalie Kosciusko-Morizet contre Hidalgo. Mais ils vont pas au bout du truc parce qu'ils laissent une partie de leurs candidats se présenter avec la gauche. À Marseille, par exemple. Oui, là, ils ne le laissent pas, Marseille. Marseille, ils ne le laissent pas. Marseille, c'est justement ce qui est en train d'arriver. C'est le point ultime du fait de ne pas d'avoir affirmé clairement une ligne politique, mais de ne pas l'avoir fait respecter. Parce qu'il y a des villes en France où vous avez des modems qui sont dans le même département, qui sont candidats avec les socialistes, après avec l'UMP, etc. Ça n'était pas notre accord non plus. Disons les choses clairement. Nous, on avait dit clairement que c'était le partenariat naturel avec l'opposition actuelle, avec la droite républicaine, sauf dans le cas où la droite républicaine se noie avec l'extrême droite, ce qui va se produire entre les deux tours des municipales. On va se leurrer. Bon. Il y a quelques endroits où ça va se produire. Donc à ce moment-là, pardon, moi je préfère voter clairement pour un socialiste que voter pour un type du Front National. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord ici, moi c'est clair. Je n'ai rien de commun, même pas la même France avec l'extrême droite. Je suis historien de formation, je sais ce qu'est l'extrême droite, et c'est pas parce qu'on a ripolliné un vieux borgne par une jeune blonde que ça change quelque chose à ce qu'elle a l'air. On a ripolliné la boutique et on y vend toujours la même merde. Cela dit, pour répondre à la question, donc il y a un accord stratégique. Alors c'est pas toujours facile parce que ils ont leurs aspirations, on a les nôtres, ils ont leurs prétentions, on a des négociations, etc. Mais c'est indispensable, au moins d'ailleurs jusqu'aux élections européennes. Et y compris à la construction de l'UDI, si nous étions partis séparément les uns des autres, et donc ça oblige des concessions aussi, si nous étions partis séparément les uns des autres, on allait avoir peu d'élus, pas un but en soi, mais quand même, on aurait surtout des scores faibles et partagés en deux, avec donc un score de référence qui ne serait pas le même pour les prochaines élections départementales et régionales, là où il va y avoir des bascules d'exécutifs départementaux et régionaux, auxquels nous pouvons participer, complétant la construction du paysage politique que j'évoquais tout à l'heure, qui se transforme totalement pendant les 2 ans qui viennent. Enfin, c'était 2 ans il y a 1 an, et c'est maintenant dans 1 an. Donc, c'est un accord de passion quand il s'agit de l'Europe, de raison quand il s'agit du reste, dont nous comptons bien tirer les bénéfices.